La réunion de jeudi, la réunion de la Banque Centrale Européenne, Frédéric. Oui, tout à fait. Et on voit des mouvements de prise de bénéfices, notamment sur le secteur de l'énergie, des matières premières en général. On voit le pétrole baisser. Voilà, de toute façon, on avait atteint quasiment nos objectifs aux alentours de $40 sur le Brent, donc c'est pas une surprise. Toutes les matières premières sont en contraction, mis à part l'or. Donc voilà, on voit des titres comme Arcelor faire toujours le fameux yo-yo d'Arcelor. Un coup on monte de 7, un coup on baisse de 8. C'est le cas. Le secteur automobile mal orienté, des ventes assez décevantes en Chine, mais qu'on explique tout à fait par le fait qu'on était en période festive, puisqu'on était sur le Nouvel An chinois, donc ce qui explique que ces ventes étaient en contraction. Et côté des hausses, des beaux rebonds, notamment sur des valeurs défensives qui avaient un peu sous-performé le marché ces derniers temps, comme L'Oréal, LVMH ou même Essilor. Coup d'œil sur ce qui se passe à Wall Street. Sabrina, on vous retrouve alors qu'on est en train de clôturer les marchés européens. Tendance toujours négative pour les marchés américains. Un repli de 0,5. Sur la situation avec Frédéric Rosier, conseiller chez Mescard Gestion Privée. Frédéric, bonsoir. Nouvelle séance de baisse. Bon, j'imagine qu'on digère toujours un peu le rebond de 3 semaines maintenant qu'on a enregistré là. Oui, avec des chiffres assez quelconques venant d'Asie ce matin, puisqu'on a eu les importations chinoises qui étaient en forte baisse, mais qui s'expliquent tout simplement parce qu'on était un quart du temps en congé en Chine pour fêter le Nouvel An. Des statistiques japonaises aussi difficiles, malgré un bon PIB européen. Voilà, les marchés ont du mal. On sent bien qu'il y a un peu d'hésitation quand même à 2 jours d'une décision de la Banque Centrale Européenne. Et on voit que plus on avance dans le temps, plus on a des doutes sur la capacité de Mario Draghi à pouvoir nous rassurer. Bon, ça va lancer le débat. Parfait, Frédéric. On vous retrouve dans un quart d'heure pour la fin de séance en Europe. Le CAC, pour l'instant, qui évolue autour de 4400 points. On est en baisse de 1%. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse. Nos deux invités ce soir, Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Xavier, bonsoir. Bonsoir Grégoire. Et Gilles Bazissière, président d'Equity GPS. Gilles, bonsoir. Bonsoir. Justement, on parlait de la BCE, évidemment, on ne pense qu'à ça en ce moment sur le marché. Ça bloque un petit peu tout d'ailleurs, ça fige un petit peu les Equity GPS par téléphone. Frédéric Rosier est avec nous, conseiller chez Mescard Gestion Privée. Frédéric, est-ce que vous avez le sentiment que le marché attend Draghi avec un peu d'espoir, beaucoup d'espoir, pas d'espoir, de la crainte, de la peur? Un peu de tout ça. Je dirais plus on approche, moins on a de certitude. Alors, il y a quand même une conviction assez forte. C'est pas mal de baisser un peu les attentes quand même avant une réunion aussi importante. Oui, ça enlève un peu de pression. Exactement, mais c'est vrai que on est aujourd'hui une sorte de consensus sur le fait que le quantitative easing va être remonté d'environ 10 milliards, qu'on ait une baisse des taux de dépôt. Ça c'est assez consensuel. Maintenant reste l'éligibilité du quantitative easing. On le rappelle un peu le mécanisme quand même. C'est les taux de dépôt aujourd'hui font un peu la base de ce qui rend éligible ou non les titres à ce fameux quantitative easing. Donc quand vous avez des rendements négatifs en dessous de 0,4, vous n'êtes plus éligible. Donc ça enlève quand même une bonne partie de la dette en circulation aujourd'hui de ce programme de rachat. Donc il faudrait effectivement élargir un peu cette enveloppe au-delà peut-être des contenances habituelles, notamment permettre aux pays périphériques de pouvoir apporter ces titres à la BCE et élargir peut-être à d'autres solutions, notamment du crédit. Peut-être on parle jusqu'à des ETF qui pourraient intégrer ce plan de quantitative easing. Là, ça risque peut-être d'être un peu compliqué, notamment vis-à-vis de nos partenaires allemands. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui circulent, mais plus on avance, moins on a de certitude quelque part. Et on voit un peu de fébrilité sur les taux, des mouvements assez erratiques sur le 10 ans allemand et français, l'euro-dollar aussi qui va un petit peu dans tous les sens. Donc au gré des informations, je dirais des statistiques économiques, on a plus ou moins de certitude. Bon, des ETF, ça fait sourire aujourd'hui. Enfin, c'est un moyen d'acheter des actions. Voilà, c'est des trackers, c'est des produits, des fonds qui permettent de reproduire la performance d'un indice ou d'un sous-jacent. Le Japon, ils ont mis 15 ans à y venir, mais ils y sont venus il y a pas très longtemps, l'an passé, je crois. Non, oui, en direct, mais non en implicite, puisque ça fait plus de 20 ans que notamment la Poste japonaise, sous injonction du gouvernement japonais, s'est substituée à la Banque centrale. Donc, croire que ça aurait la moindre efficacité, c'est là on ouvre vraiment une
une boîte de Pandore, et je vois mal à ce stade comment notamment Jan Weissmann, le patron de la Bundesbank, donc qui à mon avis rallie quand même peut-être 40% des gouverneurs de la BCE, rallierait cette position. Enfin, il peut se faire un harakiri puisqu'on est dans l'exemple japonais sur la place publique, mais ça je n'y crois pas. Donc là, le marché étant, je pense que le problème de Mario Draghi, c'est qu'il parle trop. Et on va le voir, on le verra jeudi, mais qu'au final, le marché est en train de diverger complètement. Donc il y a ceux qui pensent qu'effectivement on est dans le no limit, les tontons flingueurs, voilà. Ouais. Et on va aller whatever it takes, quoi qu'il arrive. Et puis il y a la réalité qui au fond est quelque chose de plus cadenassé, de beaucoup plus encadré. Qui au fond est une espèce de contorsion par rapport à une orthodoxie allemande qui a mis quand même pas mal d'eau dans son vin, et je vois mal l'Allemagne. Et alors, quelle efficacité cela aurait d'acheter des ETF? Zéro, si ce n'est de plaire à la communauté financière. Je le comprends, j'en fais partie, donc contact, mais ça ne résout pas le problème. Donc à un moment, c'est pas le bon canal de transmission. Non, revaloriser le marché action, c'est pas. Il faut sortir de cette fiction. Ouais. Au fond, la BCE court après une réalité qui lui échappe ou à laquelle elle s'est refusée, c'est qu'il y a trop d'épargne. Les taux nominaux ont été en territoire négatif bien avant le quantitative easing de la BCE. Et regardez un peu l'œil goguenard que portent notamment les gouverneurs, nos amis américains sur l'expérimentation européenne. Chaque fois que vous avez un gouverneur de la Fédérale Réserve qui passe en Europe, il ne manque pas de lancer une diatribe sournoise sur l'initiative que prend la BCE. Donc c'est probablement que l'efficacité n'est pas mesurée. Donc Stanley Fischer sur les taux négatifs, il dit on regarde, ça marche mieux que ce que je pensais au départ. Enfin, c'est pas quelque chose qui balaye d'un revers de main comme ça. Bien sûr. Regarde. Il y a des travaux académiques, bien sûr, sont fort nombreux. Mais on est actuellement à la limite, et on le voit bien les effets boomerang que ça a notamment sur système bancaire, puisqu'au fur et à mesure que vous avancez en territoire négatif, notamment sur les taux de dépôt auprès de la BCE, vous érodez mécaniquement la rentabilité du secteur bancaire, qui est censé être votre levier en tant que banque centrale. On l'a quand même entendu régulièrement, là, cette histoire de les banques centrales sont arrivées au bout. Et puis à chaque fois, ils ont trouvé de nouveaux moyens. L'OMT, les TLTRO, enfin voilà, on a épuisé tous les anagrammes, tous les acronymes possibles. Mais avec l'efficacité que tu mentionnais en début d'émission, où le taux d'inflation. Oui, mais il y a quand même une convergence des taux en zone euro. Il y a quand même des conditions de financement pour des entreprises en Italie, en Espagne, qui sont pas les mêmes que si on n'avait pas ces politiques monétaires. Que l'on constate, au fond, le principal effet du quantitative easing a été la dépréciation de l'euro contre toute monnaie, et a permis de stimuler le peu de demande externe qui était adressée à la zone euro. Point barre. Tout le reste, et avec des effets collatéraux à terme sur la dégradation du bilan de la Banque Centrale Européenne, sur un système bancaire européen qui est confronté à une trappe à liquidité. Donc les problèmes là ne sont toujours pas résolus. Et pourquoi? S'ils sont structurels, ça n'a rien à voir avec la politique monétaire. Et Gilles, même si on peut soutenir ce que ne fait pas Xavier, mais j'essaye de défendre la politique de Mario Draghi, c'est un rôle pas facile. Mais au-delà de ça, on peut quand même constater que le marché se pose de plus en plus de questions, et que plus ils en font, plus le marché doute effectivement de l'efficacité, et que c'est un problème quand même pour l'investisseur, notamment cette histoire de taux négatifs. Là, au début, on se réjouissait, et puis on est en train de se poser beaucoup de questions. Là. Oui, je pense que le marché se rend bien compte, mais les banquiers centraux également, que ça ne peut être qu'une solution, aucune situation temporaire, et qu'il ne faut pas oublier la finalité ultime du point de vue des banquiers centraux. Bien sûr, qui est de désancrer ces anticipations déflationnistes dans le système, qui seraient probablement pire que tout. Je rejoins complètement Xavier sur l'aspect acheter des ETF, acheter des actions. Ça sert à rien. Ouais. On a le droit d'avoir des politiques un petit peu hétérodoxes pendant un temps, de là à directement aller se substituer à toute la chaîne économique et toute la chaîne de création de valeur économique. Enfin, ce serait, à mon sens, une stupidité, un aveu d'échec total. Et il y a beaucoup d'autres choses à faire que ça, qui auraient un petit peu de sens du point de vue du financement indirect de l'économie réelle. Parce que à la fin, la problématique des taux négatifs, c'est quoi? C'est pas les taux négatifs en soi qui sont un problème, c'est que on a besoin ponctuellement et temporairement de taux d'intérêt réels, pas trop élevés. Voilà. Or, dans un environnement de taux nominaux faibles, pour avoir des taux réels pas trop élevés, c'est des taux ponctuellement, des taux négatifs nominaux. Voilà, donc l'issue de tout ça, ça ne
pourra être l'issue, je dirais, heureuse, bien sûr, parce qu'il y a d'autres hypothèses, mais qui me paraissent ni souhaitables ni probables. C'est, encore une fois, une remontée de la courbe des taux pour revenir à une courbe des taux normale, parce qu'une courbe des taux plate... Un peu plus pentue, oui, c'est ça. Plus pentue, c'est-à-dire plus incitative au comportement qui reflète une confiance en l'avenir. Voilà, c'est technique, mais qui reflète une confiance en l'avenir. Absolument. Et pour ça, il faut désancrer les anticipations déflationnistes qui ont été artificiellement tirées vers le bas par l'effondrement des prix des matières premières, selon nous. Frédéric, bon, jusqu'à jeudi, il n'y a pas grand-chose à attendre. Ce sera intéressant quand même de voir la réaction de marché. Est-ce qu'on va simplement vendre la nouvelle? Est-ce qu'on va l'acheter? C'est la première question. Est-ce qu'on va simplement vendre la nouvelle ou est-ce que ça va être plus que ça? Est-ce que ça va être un signal de marché qui pourrait être très négatif? Déjà, à mon avis, on va attendre le discours derrière. Donc c'est vrai qu'en fonction des mots, je pense qu'on peut avoir ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Donc un investisseur va prendre le temps quand même d'analyser tout ça. Il ne faudra pas, à mon avis, réagir à l'instantané sur la première réaction du marché. Il ne faut pas oublier qu'on a eu récemment notamment des mouvements assez erratiques, une forte montée, puis après on analysait un peu les tenants et les aboutissants des décisions qui ont été prises et le marché finalement repiqué du nez quelques heures après, voire en clôture. Donc attention à ne pas surréagir. On voit bien de toute façon le marché est sur des volumes un peu plus restreints depuis quelques temps. Donc on glisse, je dirais qu'on s'allège un petit peu de ses positions. Il y a aussi la tentation d'éviter d'être short quand même pour pas être squeezé quelque part sur une décision de la BCE. Donc c'est pour ça qu'on a eu aussi des rebonds assez importants de valeurs qui étaient fortement vendues à découvert. Donc voilà, c'est un marché qui se neutralise un petit peu et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anticipation quand même. Et il y a en tout cas quelques positions qui pourraient être prises à revers sur une décision de la BCE. Bon, et puis il y a un vrai risque d'avoir quand même un ensemble de mesures très techniques qu'il faudra effectivement prendre le temps d'analyser au-delà de la réaction à chaud qu'on pourra avoir. Oui, je pense que beaucoup de gens ne comprendront même pas ce qui va être annoncé. Honnêtement, il va falloir... Ce qui n'empêchera pas le marché de réagir. Non, il va réagir, mais lorsqu'on va comprendre un peu la technicité du quantitative easing et qu'est-ce qui est éligible ou pas au nouveau programme de quantitative easing, je pense qu'il faudra du temps. Et donc c'est vrai qu'on peut avoir une phase... d'une heure et demie après les premiers discours de la BCE avant de bien comprendre de quoi il s'agit, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'engagements obligataires qui ne sont plus éligibles au quantitative easing à cause de la baisse des taux d'intérêt. Donc il va falloir regarder ça de près et quelle va être l'ampleur de l'enveloppe, parce que si c'est 10 milliards supplémentaires et il n'y a pas d'allègement à l'éligibilité, ça ne servira pas à grand chose. Ça va être une belle journée pour les analystes et les économistes de marché au sein des banques. Là, ils vont avoir une belle journée et du travail devant eux jeudi, ça c'est sûr. Merci beaucoup Frédéric Rosier, conseiller chez Mescard Gestion Privée. On va marquer une dernière pause, messieurs Gilles Bazissière, Xavier Patrolin. Vous restez avec nous jusqu'à 18h. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Du lundi au jeudi sur BFM Business, le grand live du numérique. Big Data, objets connectés.